Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Est-ce que vous êtes prêt pour notre rendez-vous d'une heure au croisement de l'actualité et de la philosophie ? Toujours prêt. Allez, c'est parti. Au sommaire cette semaine, les premiers couacs du nouveau gouvernement de Michel Barnier, avec d'un côté le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui affirme que le Rassemblement national et ses quelques 11 millions d'électeurs ne font pas partie de l'arc républicain. Il s'est fait sérieusement remonter les bretelles par Michel Barnier. Il y a aussi, d'un autre côté, Didier Migaud, ministre de la Justice, qui assure qu'il va expliquer à son homologue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé en France. Décidément, ce duo intérieur-justice est déjà un duel. Tout cela au moment où l'on découvre le parcours du meurtrier présumé de la jeune Philippine, retrouvé à moitié enterré dans le bois de Boulogne. Un récidiviste déjà condamné pour viol. Un Marocain en situation irrégulière sur le sol français qui n'avait pas été expulsé. Comment accepter que l'on dise que tout a pourtant bien fonctionné côté justice, que tout le monde a bien fait son travail? Insupportable à entendre pour les parents et les proches de la jeune fille et plus largement pour toutes les victimes de ce type de violence. Enfin, vous avez déniché une bonne nouvelle, Michel, dans cet environnement un peu sombre. Une bonne nouvelle liée à l'intelligence artificielle. Tant mieux, on en a besoin. Plus de 300 nouveaux géoglyphes ont été découverts grâce à l'IA dans un désert au Pérou. Il s'agit de dessins à très grande échelle gravés dans le sol. On va comprendre pourquoi cela est exceptionnel. Voilà pour les grandes lignes de Face à Michel Onfray aujourd'hui sur CNews et Europe 1. Et on commence, Michel, si vous le voulez bien, par les premiers couacs au sein du gouvernement de Michel Barnier. Celui qui vous a le plus surpris, c'est celui d'Antoine Armand, le tout nouveau ministre de l'économie, n'est-ce pas, c'est ça ? Oui, parce que circulent sur le net des images assez étonnantes où on voit le personnage en train de tenir un discours complètement opposé à celui qu'il tient habituellement. Et c'est cette espèce de double langage qui est significatif parce que les Français ont bien compris que les hommes politiques n'ont pas de conviction, ils ont juste des intérêts. Et qu'ils ont envie d'arriver au pouvoir, et quand ils y sont, d'y rester. Après, on se sert des idées comme on veut, comme on peut. S'il s'agit de séduire avec un discours pas très loin du Rassemblement national, ce qui est le cas de ce monsieur, eh bien, on tient ce discours. Et alors, il y a des images. On reprécise à nos auditeurs et à téléspectateurs ce qu'il a dit. Il a dit, au cours d'une interview, chez nos confrères de la radio publique, qu'il considérait que les électeurs du Rassemblement national, ou plutôt le Rassemblement national, ne faisait pas partie de l'arc républicain. En revanche, qu'il était prêt à travailler avec la France insoumise. C'est ce qu'il a dit dans un premier temps. Voilà. Il y a eu un recadrage assez sévère de Michel Barnier. Oui, qui lui a fait savoir que tous les élus de la République étaient respectables en tant que tels parce qu'ils avaient été élus et qu'il y a des électeurs derrière les élus par définition et qu'on ne méprise pas 10 millions d'électeurs. On ne méprise pas un parti qui existe de manière républicaine, que je sache, sinon il suffit juste de l'envoyer au tribunal et puis de faire la démonstration avec un procès retentissant que le Rassemblement national est d'extrême droite, est raciste, est fasciste, etc. C'est facile, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on porte plainte assez facilement et qu'on traîne donc les gens au tribunal pour faire la démonstration qu'ils sont vraiment fascistes et d'extrême droite. Et puis qu'on arrête cette espèce de logique. Alors, il y a du bon sens chez Michel Barnier, il y a du bon sens chez Gérard Larcher, qui sont des vieux sages, s'ils me permettent l'expression, mais de vieux. C'est une question d'âge, je m'approche du leur, parce que je pense qu'ils pourraient profiter de leur position, une espèce de situation de surplomb en disant, comme il y eut jadis, Robert Badinter pour les uns, Simone Veil pour d'autres, il y a une espèce de sagesse qui fait qu'on doit pouvoir dire arrêtez avec le Rassemblement national, faisons de l'histoire et soyons historiques et pas surtout, hystériques. Mettons-nous au travail et essayons de régler les problèmes des Français. Mais bon, ça, oui, et puis on a l'impression qu'ils n'ont pas compris. Et puis de dire il y a un discours qui est tenu par le Rassemblement national et qui est validé par 10 millions d'électeurs. On ne peut pas dire ça sort de la République parce que c'est pas nous. Même chose avec la France insoumise et le nouveau Front populaire. Il y a des gens qui ont voté pour eux, il y a des idées qui sont les leurs. On les combat avec des idées, on n'insulte personne, on méprise personne, on ne dit pas vous ne faites pas partie de l'arc républicain. Tous ceux qui ont été élus et qui ont respecté le suffrage sont des républicains, point à la ligne. La chose est réglée. Alors ce monsieur, effectivement, revenons-y. Alors, nous dit... Antoine Armand, Haut-Savoyard, voilà. Très jeune, 33 ans, qui arrive au ministère de l'économie avec... et je rappelle qu'il a été élu aux législatives à Annecy face à un Rassemblement national. Donc, de facto, avec les voix de la gauche et de la France insoumise. Bien sûr, et puis il faut effectivement aller draguer les électeurs. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on se dit, bon, là, j'ai en face de moi des gens qui pensent comme ceci, je vais leur piquer un peu d'idées, et puis peut-être que je vais récupérer cela. Si j'ai les 2%, je serai élu, etc. C'est ça, hélas, la politique politicienne aujourd'hui. Alors, Michel, avant qu'on continue la discussion, on va juste écouter la réponse de Marine Le Pen, parce que elle est l'arbitre des élégances, évidemment, en ces temps très politiques, parce que celle qui détient les clés de la censure, notamment pour le budget, elle n'a pas tardé à le rappeler à la mémoire de M. Armand. Quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive,
Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Voilà, pour l'instant, c'est un rappel à l'ordre qu'elle fait, Marine Le Pen. Et après, évidemment, tout est possible. La censure peut être votée. Oui, ici comme ailleurs. C'est pourquoi l'autre jour, vous et moi, je disais en votre présence que il fallait quelque chose d'assez gaullien. Il faut prendre tout le monde, quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter de dire c'est irréconciliable. Quand le général de Gaulle fait un gouvernement avec tout le monde sauf les collaborateurs, il fait avec un parti communiste qui, lui, prend ses ordres à Moscou. Et qui est très puissant à l'époque. Oui, et puis avec une droite démocrate chrétienne qui a été vichiste et maréchaliste, ou même avec un François Mitterrand qui, lui, a été vichiste. Donc si lui a pu faire ça, je pense que Michel Barnier peut rassembler un certain nombre de personnes de bonne volonté. Et les gens attendent ça. Ils ont juste envie d'entendre des idées de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement, du nouveau Front populaire, probablement sur la question des retraites, probablement sur la question du social, par exemple, et puis sur la question régalienne. Ils ont envie d'entendre Marine Le Pen. C'est audible, ça, pour un Français moyen, de se dire, mais rassemblons-nous. La France est un pays de guerre civile, c'est quand même assez sidérant, quoi. Permanente, en fait. Permanente. La guérilla vous prenez les guerres de religion, vous prenez effectivement la Révolution française, qui oppose les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, mais aussi dans les révolutionnaires, les Girondins et les Jacobins. Et puis après, vous aurez les capitalistes au 19e contre les socialistes et les communistes. Et puis après, au 20e siècle, vous aurez Pétain et la résistance. Vous aurez ensuite les défenseurs de l'Algérie française et puis les défenseurs de l'Algérie autonome et indépendante. Après, vous aurez Mitterrand et Giscard à l'époque où Mitterrand était de gauche. Enfin, il y a une espèce de religion de la guerre, et non pas de guerre de religion, mais en France, et c'est intenable. On ne peut pas continuer à se couper en deux comme ça, être schizophrène au sens étymologique, parce que la France est ingouvernable si on commence à dire moi je déteste la France des cathédrales, ou de dire moi je déteste la France de la Fédération de la Révolution française. Il faut les deux. Et c'est avec les deux qu'on réussit à rassembler. Et regardons comment on peut créer des solutions communes. Alors moi, il y a quelque chose dans l'actualité aussi qui m'a marqué, Michel Onfray, c'est le fait que lors des passations des pouvoirs entre les ministres entrants et sortants, il y a eu beaucoup dans les discours, de passages sur la famille, qui parlait de sa grand-mère, qui parlait de sa mère. On va écouter dans l'ordre Éric Dupond-Moretti, Anne Genetec et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Prisca Thévenot et Gérald Darmanin, et vous réagissez ensuite. Gabriel Attal et Michel Barnier ont évoqué leur mère. Je voudrais évoquer la mienne, qui m'a appris petit un proverbe italien, éloge de la nuance. Ci vuole il vento nella chiesa, ma non da spegnere le candele. Il faut du vent dans les églises, mais pas au point d'éteindre les bougies. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur. Je m'appelle aussi Prisca Balasso-Bramanen. Je suis la fille de 2 immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Je suis la preuve qu'on peut être binationale et profondément patriote française. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Voilà Michel, on vient d'entendre toutes ces allusions à la famille, tant mieux, famille je vous aime, mais était-ce bien le lieu et était-ce nécessaire pour vous ? Oui, vous avez raison, c'est la bonne question. On aurait pu ajouter Gabriel Attal, qui a commencé aussi, par moment. Et donc... et Michel Barnier aussi, qui a parlé de la qui a répondu en disant, puisque vous avez, etc. D'ailleurs, Dupond-Moretti dit, il y a une jurisprudence Attal qui a permis à Michel Barnier, donc moi aussi je continue, etc. Je ne suis pas contre le fait d'inscrire son travail dans une biographie, qui plus est quand elle est modeste, enfin quand on est d'origine modeste, je le fais moi-même assez régulièrement. Mais simplement, vous avez raison de dire, est-ce que c'est le lieu ? Parce que ça peut se faire dans un livre, ça peut se faire dans un entretien télévisé, ils en font beaucoup, ces gens-là, des plateaux. Ou dans la presse écrite. Ou dans la presse écrite, et on peut tout à fait raconter ça, et là je n'avais rien à redire à ça. Mais je pense que cet exercice est devenu pitoyable. Pourquoi ? C'est du narcissisme pour Alors, il n'y a que ça. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on aurait pu aussi faire une espèce de morceaux choisis, enfin de proposer des morceaux choisis d'autosatisfaction. J'ai été formidable, j'ai été fantastique, j'ai été merveilleux. Quel bon bilan j'ai eu. Nous avons fait ceci, je m'en vais, c'est dommage pour vous, parce que j'étais prêt à faire des choses merveilleuses.
sérieuse. Heureusement qu'on m'a retenu, sinon j'aurais tout cassé, vous auriez vu, c'était formidable. Et puis de dire, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir continuer. Et de ne pas pouvoir rester. Donc on se dit, bon, ça y est, on a compris, quoi. Simplement, les gens ont perdu les devoirs de la République. C'est-à-dire qu'on peut parler de sa biographie, de sa vie privée, faire un livre même éventuellement, et que M. Darmanin, dont on comprend bien qu'il s'inscrit dans une perspective de présidentielle, il prend la République en otage. Tous ces gens-là prennent la République en otage pour attirer un peu de l'attention sur eux. C'est-à-dire comme certains sont photographiés avec des chats, d'autres avec des chiens, d'autres avec un pantalon de velours et un proximité de leur cheval, ou je sais pas quoi. On joue de la vie privée comme d'une affaire publique. Simplement, la République oblige. Donc on ne dit pas ça. On ne dit pas ça dans un moment de passation. Dans un moment de passation, on dit « J'ai été très heureux d'occuper cette fonction qui est essentielle pour la République et je suis très heureux de vous remettre les clés du bureau et puis, comme on est travail. dans une tradition républicaine, le problème n'est pas de savoir si la gauche ou la droite y trouveront leur compte, mais il faut que la République et la France trouvent leur compte. Ça prend 3 minutes, c'est réglé. On n'a pas besoin d'avoir un long papier qui a été rédigé par des conseillers, des communicants pour prendre date. Et vous avez vu, une fois que Gabriel Attal est sorti, il commence à baver partout. Le gentil garçon souriant qui parle aux paysans avec une botte de paille, là, on découvre un méchant serpent. On découvre une espèce Vous avez vu comment il a commencé à faire courir des bruits. Enfin, vous voyez bien quand même qu'il instrumentalise un petit peu. Enfin, peu importe. On aura l'occasion d'en parler parce que je pense que ça va devenir une carrière chez lui. On est sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Michel, il y a aussi les bisbilles. Et là, c'est plus grave entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Malheureusement, c'est un grand classique du genre. On avait déjà eu le duel Manuel Valls, Christiane Taubira, ou plus récemment, évidemment, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Là, on a Bruno Retailleau qui a dit attendre cette semaine de la fermeté pénale. On va l'écouter. Et puis tout de suite, après, on va entendre la réponse que je trouve un poil condescendante de Didier Migaud. Il était en déplacement dans un centre pénitentiaire, donc le garde des Sceaux, et qui lui fait un tout petit peu la leçon. Écoutez cette passe d'armes à distance entre les deux hommes. D'abord M. Retailleau, ensuite M. Migaud. Bien sûr, la justice est indépendante. Simplement, ce que je veux dire, moi, c'est que les juges appliquent la loi. Les juges ne sont pas déconnectés de la volonté générale. J'estime que sur la justice des mineurs, on ne peut plus rester de cette façon-là. On ne peut pas, moi, me demander d'envoyer mes policiers, mes gendarmes en première ligne. Ils risquent parfois leur vie sans qu'il y ait des sanctions qui soient fermes. Donc, ce n'est pas un problème de la justice, de l'indépendance. L'indépendance des juges, oui, mais il y a la souveraineté du Parlement et du peuple français à travers les lois que le Parlement peut voter. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. En 2023, donc il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue et puis que nous puissions avoir des échanges à ce sujet, des échanges constructifs. Effectivement, nous pouvons avoir des points de départ différents et puis des points d'arrivée qui, je l'espère, se rapprocheront. Ce sont les magistrats qui, dans le cadre de leur fonction, peuvent apporter un certain nombre de solutions. C'est évident. Il faut que nous en discutions. Nous avons des missions qui sont complémentaires. J'espère que nous arriverons à rapprocher, bien sûr, nos points de vue s'ils sont différents. Voilà pour messieurs, donc Retailleau et Migaud. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Onfray ? D'abord, beaucoup de suffisance de la part de ce monsieur qui a été un apparatchik du Parti Socialiste et qui donne des leçons à Bruno Retailleau. Je vais lui expliquer quand même, un peu comme Gabriel Attal, qui dit à Michel Barnier, qui pourrait être au moins son père, si ce n'est son grand-père, sur votre bureau, vous trouverez ça sur votre bureau. Il y a une espèce de mépris dont les gens ont assez. Ils n'en peuvent plus de cette espèce d'arrogance et de suffisance de gens qui sont incapables de dire « la France est dans cet état parce que nous sommes au pouvoir depuis 40 ans ». Depuis 50 ans, tous là, ils sont tous coupables et responsables. Mais non, c'est les autres. Les autres sont coupables et responsables. Cet homme, cette espèce de sourire narquois, vient nous expliquer qu'il n'y a pas de problème dans la justice qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de dysfonctionnement de la justice, pas du tout. Il y a tous les jours des coups de couteau, tous les jours des viols, tous les jours des massacres, tous les jours des OQTF qui se comportent comme on sait. Et il nous dit, il n'y a évidemment aucun problème sur ce sujet-là. Je pense que Bruno Retailleau va avoir du travail, parce que d'une certaine manière, peut-être aller un peu vite, mais en faisant une sociologie à coup de serpe, mais je pense que la sociologie de la police est plutôt Rassemblement National et la sociologie des magistrats est plutôt la France Insoumise ou plutôt le nouveau Front Populaire. Et donc effectivement, on ne s'entendra pas tant qu'on aura des gens qui politiseront la justice, qui feront une justice de classe en disant il y a des gens de toute façon qu'on va avoir dans le collimateur et ceux qu'on aura dans le collimateur, ce seront les gens de droite, les gens qui ne sont pas de gauche, parce que ça commence là en fait d'être droite, donc d'être extrême droite, de ne pas être de gauche, et on n'arrivera pas à sauver la France si on continue à faire de l'idéologie en permanence comme ça. Si
on oppose à quelqu'un qui nous dit il y a des problèmes de dysfonctionnement dans la justice, de dire mais pas du tout, est-ce que vous êtes allé chercher ça ? Je vais vous donner quelques explications, vous vous mettrez à mais en fait, école. Michel Onfray, c'est une permanence dans les gouvernements. Je citais les exemples Valls-Taubira, Darmanin, Dupond-Moretti. Il y a toujours cette dualité, en réalité, qu'installe le président de la République, quel qu'il soit. Et je ne cible pas Emmanuel Macron. Oui, mais vous savez, les gouvernements, qui plus est celui-ci, les gouvernements ne sont jamais faits en fonction de l'intérêt de la France. Ils sont faits dans l'intérêt des petits partis politiques, en disant le petit parti dit moi j'en veux 2, non vous en aurez 1, l'autre dit mais j'en veux 1/3, ici je veux la moitié, ici etc. En disant bon je fais des concessions. D'ailleurs quand je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait un gouvernement de type gaulien, il faut faire des concessions. On sait bien que si on donne le ministère de l'Intérieur à Manuel Bompard par exemple, ou Ercilia Soudé par exemple, on ne fait pas exactement la même chose que si on lui donne le ministère de je sais pas quoi, du tourisme ou des transports. Donc il y a un moment donné où quand on fabrique les gouvernements, on sait très bien que normalement c'est le président qui préside et le gouvernement qui gouverne. C'est ce que répète Michel Barnier en tout cas. Oui, il le dit parce que c'est un homme poli, mais il a donné sa feuille à Macron et Macron lui a fait savoir que ça n'allait pas, qu'il fallait recommencer. C'est donc bien la preuve que c'est Emmanuel Macron qui fabrique le gouvernement de Michel Barnier et que Michel Barnier, hélas, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc il y a un moment donné où c'est une espèce d'équilibre des forces, c'est-à-dire on dit on va leur donner le ministère de l'Intérieur, il va être content, ça va flatter les électeurs du Rassemblement national et si vous pouvez me contrer cet homme avec Migaud qui lui va faire de telle sorte que tout le travail du ministre de l'Intérieur soit détruit par le ministre issu du socialisme, eh bien ce sera très bien. C'est pas tant en même temps que la destruction, c'est dialectique d'une certaine manière, c'est-à-dire il s'agit de détruire ceux qu'on a placés ici en disant on fait des concessions au Rassemblement national, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des concessions de pure forme, on va l'empêcher de travailler autant que faire se peut. Avant de parler du sujet tragique de la mort de la jeune Philippine, il y a aussi ce que vous avez évoqué il y a un instant, ces anathèmes qui sont lancés de part et d'autre. On a entendu du côté de la gauche tout de suite ce gouvernement être taxé de racisme. Marine Tondelier a accusé le gouvernement d'avoir pour valeur clé le racisme et être anti-droit LGBT. Il y a Mathilde Panot aussi de la France Insoumise qui épingle les ministres opposés à l'époque au mariage pour tous, avec une mention spéciale pour Bruno Retailleau qui est de surcroît raciste pour elle. Écoutez-la. La moitié des ministres qui siègent au Conseil des ministres, 14 ministres exactement, soit 60% des ministres au Conseil des ministres, sont opposés au mariage pour tous, à l'ouverture de la PMA ou aux droits des personnes transgenres. Plus de la moitié des ministres autour de la table sont passés par les Républicains ou par l'UMP. Donc on retrouve non seulement un gouvernement de ceux qui étaient les perdants et les minoritaires, mais qui sont... des personnages comme M. Retailleau qui nous inquiètent énormément lorsque vous voyez les propos racistes qui sont tenus par M. Retailleau, et j'ai le droit, je sais parce que beaucoup de journalistes nous ont dit c'est la justice. Oui, enfin j'ai le droit de qualifier un propos de raciste. Voilà, là c'est l'accusation de racisme pure et simple. Oui, ça ne gêne pas du tout ces gens-là de défiler avec le drapeau pro-palestinien, c'est-à-dire qui défend le Hamas, et d'estimer que quelqu'un qui aurait été opposé au mariage homosexuel serait éminemment dangereux pour la République. Que ces gens-là fassent des manifestations en défense des pro-palestiniens dans le 93 avec une communauté LGBT, avec une parade Gay Pride, et puis on verra bien ce qu'il en est de leur pureté idéologique. Ces gens-là ne seraient pas racistes, ils ne seraient pas antisémites, ils ne seraient pas à coquiner avec des homophobes, ils ne seraient pas à coquiner avec des misogynes et des phallocrates. Je suis désolé, mais enfin c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand on a affaire à quelqu'un qui s'en vient voir enfin c'est l'histoire de la poutre et de la paille, mais qui s'en vient voir du racisme là où il n'y en a pas, en allant chercher, il y a 20 ans, une proposition qui aurait pu être, etc. On a le droit d'être opposé. Moi, je suis pour le mariage homosexuel, mais je comprends qu'on ne soit pas d'accord. On n'est pas pour autant homophobe. C'est pas comme ça qu'on doit penser les choses. Enfin, il y a cette façon de... Vous avez vu, il y a une sorte de comptabilité. 14 ministres opposés au mariage sur 39. Oui. D'ailleurs, on ne fait pas 60%, ça, c'est pas très grave. Oui, mais elle parle des personnes trans. Je pense que 100% des gens qui défendent la Palestine, là, sont peut-être 90, on dira, sont homophobes aussi. Il faudrait questionner tout ça. Il faudrait faire un peu de sociologie et arrêter de croire que le mal est en face et il faut vraiment aller chercher le mal. On finit par aller chercher des choses qui ont été dites dans un journal régional il y a 25 ans, un entrefilé rapporté par un journaliste qui est mort depuis 10 ans et qui nous disait qu'un propos avait été entendu quand des gens buvaient un coup et que...
qu'est-ce que c'est que cette façon c'est de... du macartisme à l'envers ? Non, c'est du macartisme. Oui, enfin, à l'envers, vous avez raison, mais c'est une chasse aux sorcières. C'est-à-dire, il y a une interdiction aujourd'hui de penser et de réfléchir. On attaque le gouvernement si on veut, mais ceci dit, ces gens-là, ils sont en colère parce que les autres font ce qu'ils font eux aussi. C'est-à-dire qu'ils confisquent le débat en disant « moi, j'ai la vérité et vous êtes des fascistes, des salauds », enfin l'insulte pour caractériser ceux qui sont en face. Vous êtes tout ça. Voilà, jadis, ça s'appelait la loi contre les suspects. Je rappelle que pendant la Révolution française, si on était aristocrate, si on était prêtre, si on était croyant, si on était noble, etc., guillotine. Et puis la loi sur les suspects, c'est si vous ne montrez pas assez de zèle révolutionnaire, c'est-à-dire vous pouviez même être révolutionnaire. La preuve, on a envoyé Danton, on a envoyé tous les autres, enfin tous les Girondins par exemple. C'est-à-dire vous n'êtes pas assez zélé. Et si vous n'êtes pas zélé, c'est que vous êtes un fasciste, c'est que vous êtes d'extrême droite. Et on retrouve le propos de tout à l'heure quand je disais qu'il faudrait un jour vraiment débattre sur ce procès qui n'a jamais été fait du communisme, par exemple, qui permet à tous ces gens de nous donner des leçons en disant qu'ils sont le parti de la résistance, qu'ils sont le parti de l'opposition, qu'ils sont de l'opposition à un tas de choses. Ce parti communiste a quand même été opposé avec Thorez et Van der Mesch aux homosexuels en disant que c'était des dépravés et qu'il n'y avait pas d'homosexuels en Russie soviétique. Ils étaient opposés à la pilule, le parti communiste à l'époque. Ils étaient opposés à l'avortement parce qu'il ne fallait pas que les femmes aient la possibilité d'avoir des comportements dissolus des femmes bourgeoises. Enfin, ils ont quand même oublié ça. Le parti communiste a quand même été très longtemps opposé à l'indépendantisme algérien. Je rappelle qu'en 1945, au moment de Sétif et Guelma, le Parti communiste français avec l'Humanité parle d'hitléro-gauchiste, hitléro-trotskiste, pour qualifier les indépendantistes. C'est-à-dire, à un moment donné, ces gens qui n'ont pas le sens de l'histoire, on devrait pouvoir leur donner quelques leçons, puisqu'apparemment, il n'y a que M. Migaud qui se propose pour donner des leçons d'histoire. Michel, on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. On abordera ce sujet si douloureux, si emblématique aussi de la mort de la jeune Philippine, cette étudiante de 19 ans, qui a été tuée par son meurtrier présumé, un jeune homme de 22 ans, déjà condamné pour viol, récidiviste, marocain en situation irrégulière sur le sol français. On en débat dans un instant, à tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va maintenant se plonger dans le dossier terrible qui est une souffrance absolue de la mort de cette jeune étudiante de 19 ans. Elle s'appelait Philippine et elle a été tuée par un homme, un récidiviste de 22 ans qui a fui la France, qui a été arrêté en Suisse. 22 ans, donc déjà condamné et incarcéré pour le viol d'une autre jeune femme en 2019. Clandestin marocain en situation irrégulière sur le sol français, tout juste libéré d'un centre de rétention sur décision d'une juge de la liberté et de la détention pour être hébergé dans un hôtel en attendant son expulsion qui n'a pas pu avoir lieu. Il a été libéré le 3 septembre, il a violé et assassiné Philippine le 20 septembre. On va écouter d'abord les réactions des proches, des amis de Philippine, puis on va se poser toutes les questions qui tournent autour de ce dossier terrible. Vraiment, je lui souhaite de reposer pleinement en paix, parce que c'est tout ce qu'elle mérite, parce que c'était une fille absolument adorable et intelligente et belle. Et quand on sait tout ce qui lui attendait derrière, c'est dur. C'est vrai que cette semaine, on avait envie de hurler notre colère, mais en même temps, on est complètement impuissant. Cette jeune fille, elle méritait vraiment pas ça, et cette famille, c'est terrible pour cette famille. On travaille dans le quartier et on était obligés de venir parce que c'est pas anodin, ça peut arriver à tout le monde et vraiment puis c'est vraiment très émouvant le monde qu'il y a eu pour Philippine, c'est très dur. Nous avons voulu venir aujourd'hui, bien sûr, pour nous recueillir auprès des parents de Philippine, mais surtout également pour leur demander pardon. Pardon au nom des Français. Je suis citoyen français, nous n'avons pas su protéger Philippine. Et j'espère que cette cérémonie, qui était très priante aujourd'hui, pleine de recueillement, va aider les gens à comprendre un petit peu qu'il faut que certaines choses changent. Michel, on vient d'entendre ces témoignages de proches, d'amis de Philippine. Qu'est-ce que ça vous inspire tout de suite comme réflexion ? D'abord de la compassion pour tous ceux qui sont concernés personnellement par la mort de cette jeune fille. Et puis ensuite, cette idée qu'il y a des façons différentes d'aborder la question. Et vous avez à gauche ceux qui nous disent c'est un fait divers. C'est juste un fait divers, arrêtez avec ça. CNews est coupable et responsable, vous en parlez en permanence, c'est vous qui faites du buzz là-dessus. Et c'est pas bien, c'est pas beau, c'est comme ça depuis toujours, ça a toujours existé, etc. Puis de l'autre côté, vous avez ceux qui disent non, c'est pas un fait divers, on dira plutôt la droite, c'est un fait de société. Moi, je me permets de faire un travail philosophique en disant que peut-être c'est un fait civilisationnel.
et que vous avez toujours la même sociologie chez ces gens-là. On va dire OQTF, pas OQTF, aurait-il dû, mais oui, mais il aurait fallu, mais pour ça, il aurait fallu qu'on demande à l'Algérie, oui, on l'a pas demandé, et puis c'est toujours les débats qu'on a. C'était le Maroc qui, en l'occurrence, avait accepté de le récupérer, mais ça est arrivé trop tard, il avait déjà été libéré. On a le nez dans le détail du problème, et que finalement, quand on entend, je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, qu'il y a quelqu'un qui, OQTF, etc., c'est toujours le même profil, sociologique et civilisationnel. Je veux dire que quand on est éduqué, comment devient-on ça ? Comment devient-on ce monstre ? Moi, je pense qu'il y a effectivement des gens qui disent « non, il n'y a pas de monstre, c'est pas vrai ». C'est une espèce d'idéologie gauchiste en disant « il n'y a pas de monstre », sauf ceux qui votent pour le Rassemblement national, bien sûr, mais si, il y a des monstres. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bien éduqués. Si vous êtes éduqué comme un petit garçon, et je pense à la tradition arabo-musulmane, je dis arabo-musulmane, tradition arabe, pré-islamique, chevaleresque, puis on ajoute l'islam, c'est-à-dire à partir du 7e siècle de notre ère. Si on vous explique que vous êtes un garçon, que vous êtes la virilité, que vous êtes la puissance, que les femmes sont secondaires, que les femmes sont des choses et des objets. Je rappelle qu'il y a dans le Coran un verset qui nous dit très précisément qu'une femme c'est comme un champ et qu'on peut les labourer, du verbe labourer, le labour, quand on veut, comme on veut, et selon ses désirs, etc. Vous avez la possibilité de dire, mais la voix d'une femme n'est pas la voix d'un homme. Dans le Coran, c'est précisément dit, c'est-à-dire les témoignages ne sont pas égaux. Vous avez une espèce de civilisation où on vous dit la virilité, elle doit être démonstrative, la violence, elle est formidable, etc. Quand vous avez été éduqué comme ça, et que vous êtes dans la frustration sexuelle, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez, vous tuez, vous massacrez, c'est ainsi. Mais il n'y a pas d'automaticité. Non, je ne dis pas qu'il y a d'automaticité. Non, mais c'est important de le dire. Je ne dis pas que en aucun cas, tous les gens qui sont élevés comme ça aboutissent à cela. J'ai dit l'inverse. Je n'ai pas dit tous les gens éduqués comme ça sont ainsi. J'ai dit tous les gens qui sont ainsi ont été éduqués comme ça la plupart du temps. Parce que, la fameuse phrase qu'on utilise en permanence d'Albert Camus, un homme ça s'empêche, on n'a pas empêché les garçons d'être viriloïdes. Dans une société phallocrate et misogyne, clairement revendiquée comme telle, alors là, pour le coup, les féministes, on les voit plus, on les voit pas, jamais. À chaque fois qu'il y a un crime de ce type-là, on fait plus la sociologie du crime. C'est simplement le patriarcat, mais quand il s'agit de... C'est un féminicide, je veux bien que... Oui, c'est ça. Donc il y a un moment donné où il faut dire, mais quand les gens ont été éduqués comme ça, les garçons, et qu'on ne leur oppose rien, puisque c'est la 8e merveille du monde, le garçon, et que la fille, on se dit, bon, bah tant pis, si t'as une fille, t'attendras un garçon qui viendra, il faut lire les textes, très précisément, comment les choses sont dites. Et il y a un moment donné où vous êtes fabriqué. Moi qui suis athée, je suis un judéo-chrétien. Je suis produit par ma civilisation avec la culpabilité, avec etc., etc. Et puis nous avons, disons, 1000 ans de culture qui ont affiné le texte évangélique avec des pères de l'Église, avec la scolastique, avec des philosophes. Et le texte n'est plus resté le même. Le Coran propose une vision qui est chevaleresque, qui est tribale, qui est ethnique et qui date du 7e siècle. Qu'il y a eu à l'époque des considérations sur les femmes qui étaient celles-ci, on le comprend bien. Est-ce qu'on pense qu'on doit toujours pouvoir vivre selon ces principes au 21e siècle ? Bon, ça c'est la question qui concerne ce meurtrier présumé. Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent sur notre système judiciaire. Oui. Il y a la question d'abord de la récidive, Michel. Le fait que l'incarcération ne permet pas de corriger les déviances de ce type de personnage. Je rappelle qu'il était mineur quand il a commis son premier viol. Il y a la question des conditions de sa libération. Pourquoi a-t-il été libéré alors qu'il aurait pu être expulsé ? Et puis, bien sûr, il y a la question des OQTF, obligations de quitter le territoire français, qui sont si rarement exécutées dans notre pays. J'ai dit cette semaine dans un de mes éditoriaux que la seule qui a été exécutée, c'est Philippines. C'est pas les obligations de quitter le territoire français. Mais souvenez-vous des propos du roi du Maroc, Hassan II, je crois, souvenez-vous des propos du général de Gaulle, qui nous fait savoir que ce sont des civilisations qui sont comme l'huile et l'eau, qu'on peut secouer, et puis qu'il y a un moment donné où ça repartira chacun dans son coin. Et je veux bien qu'on attaque le général de Gaulle. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, Hassan II était un roi islamophobe ? Il est le gardien des croyants, il était musulman lui-même. Donc il y a un moment donné où quand on pense véritablement, et qu'on a envie de penser, et pas pour accabler les gens, mais pour comprendre, c'est-à-dire ça sert à rien de mettre ces gens en prison. Vous allez faire. Donc il faut les renvoyer dans leur pays ? Non, il faut repenser la prison. Il y a un autre traitement. Ça, c'est un des thèmes qui vous sont chers. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on a dit pendant 20 ans qu'effectivement le schéma civilisationnel qui était le sien était supérieur au schéma civilisationnel judéo-chrétien, et à qui on a dit d'ailleurs en France le schéma judéo-chrétien est détestable et méprisable, il n'y a pas de culture française, dit le président de la République, nous on est juste bons à être des colons, des vichistes, les inventeurs de la chambre à gaz. Je rappelle quand même que vous avez des philosophes, à la Coul, à Barthes, à la Jean-Luc Nancy, qui nous font savoir qu'Hitler n'est pas responsable des chambres à gaz, mais que c'est l'Occident qui est responsable des chambres à gaz. C'était la théorie d'Heidegger. Donc il y a cette espèce de détestation occidentale de l'Occident,
avec des gens qui viennent du Maghreb et qui nous disent « Ah mais vous avez raison de détester l'Occident, il est détestable d'ailleurs, c'est vous qui le dites ». Et puis des gens disent « Ben nous on a d'autres valeurs ». Et non, ces valeurs ne sont pas acceptables. Alors c'est pas la prison qui va gérer ce genre de problème. Non mais la prison, elle ne joue pas son rôle de rééducation non plus. Et ça c'est un vrai sujet. Mais la prison c'est une poubelle, hélas pour ceux qui s'y trouvent. C'est-à-dire vous avez des gens qui ont fait des excès de vitesse parce qu'ils sont alcooliques, vous avez des gens qui sont des pédophiles, récidivistes, vous avez des gens qui sont des criminels, vous avez des gens qui sont des braqueurs, vous faites une espèce de mélange et c'est pas acceptable. Moi j'ai fait parfois des conférences dans des prisons. Il y a une telle hétérogénéité que c'est pas acceptable. Vous avez des gens qui méritent de l'éducation, d'autres de la rééducation, d'autres le travail d'une réinsertion, et puis d'autres qui ne sont pas plus dangereux que ça parce qu'il faudrait les désintoxiquer peut-être, et puis un grand nombre de gens qui relèvent de l'hôpital psychiatrique. Mais avec tout ce courant antipsychiatrique issu des années 68, qui nous dit qu'en gros le fou c'est la société et que le schizophrène, pour utiliser l'expression de Deleuze, c'est le modèle, que le marquis de Sade est fantastique, il y a un moment donné où effectivement c'est problématique parce qu'il y a des gens qui prennent ça au mot. Et qui disent, bah ouais, moi je suis le Sade de mon temps, monsieur qui viole Amazon, ou d'autres qui se comportent d'une manière qui est assez problématique parce que nous avons une civilisation qui s'est effondrée et des gens qui veulent encore effondrer ce qui est déjà beaucoup effondré. Bien sûr. Et il y a aussi la question de ce discours qu'on entend beaucoup, mais tout a bien fonctionné, les experts nous disent, la justice a bien fonctionné, les textes ont été respectés à la lettre. Donc on nous dit, tout a bien fonctionné, donc Philippine est morte. Oui, mais écoutez, on peut aussi peut-être comprendre des gens qui ont des piles de dossiers comme ça, tous les jours, et qui ont parfois 6 mois, 1 an, 2 ans de retard, et qui doivent gérer les dossiers comme ça. Et il y a un moment donné où ils se disent, bon, celui-là, et l'idéal, ce serait qu'il soit en prison. Mais il n'y a pas de place. Donc vous n'allez pas dire à quelqu'un, on va vous condamner à de la prison, puis après dire, mais comme il n'y a pas de place, vous allez faire la prison chez vous, vous aurez un bracelet, vous aurez, ou éventuellement en dessous de temps de peine, vous n'allez pas faire votre peine. Donc il y a effectivement, depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans, des gens qui nous disent, quand je serai au pouvoir, je construirai des prisons. Ils ne construisent pas de prisons, d'une part. Et quand ils construisent des prisons, ils disent, elle est moderne, parce qu'il y a des bips, etc. Mais c'est pas ça, la modernité d'une prison. Il faut repenser le système carcéral. C'est inadmissible que des gens dorment dans des situations, 6 ou 7 dans des chambres où on doit en mettre 2 ou 3, avec des promiscuités sexuelles, etc. Il faut repenser la prison. D'ailleurs, c'est parfois un titre de gloire pour certains. C'est pas un endroit dont on a peur. Moi, quand j'étais petit, on me disait aller en prison, c'était l'abomination de la désolation. On perdait sa dignité quand on rentrait. Aujourd'hui, on est auréolé d'une dignité quand on y est allé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut en finir avec la jurisprudence Foucault-Badinter, je dirais. Et il faut que quelqu'un, aujourd'hui, puisse penser la prison autrement pour qu'elle puisse être utile, efficace, et qu'on ne mélange pas, j'allais dire les torchons et les serviettes, mais il faut qu'on ne mélange pas des délinquances très très hétérogènes. Si on veut soigner quelques-unes des délinquances qui sont soignables, faisons-le. Et puis parfois, il y a des cours de civilisation judéo-chrétienne qui pourraient être donnés, ne serait-ce que des cours pour expliquer ce que c'est qu'une femme en Occident, en disant c'est pas une chose, c'est pas un objet, une voix de femme et une voix d'homme, c'est exactement la même chose, et quand on hérite, c'est pas le garçon qui hérite plus, c'est la fille qui hérite moins, en disant c'est notre mode de société, c'est notre façon de vivre. Si vous n'acceptez pas, vous pouvez toujours aller ailleurs, mais c'est ainsi, la règle du jeu c'est ça. Mais comme on a honte de notre propre règle du jeu, on fabrique effectivement cette délinquance. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Cela nous amène, Michel, à parler de la question des civilisations. Vie et mort des civilisations, comment elles naissent, comment elles meurent. On va entendre notre petite pastille Charles de Gaulle, parce qu'évidemment, pas une semaine sans qu'on fasse appel au grand homme. C'est en 1965, là. Il estimait à juste titre que la culture est la condition sine qua non de notre civilisation. Écoutez-le. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Je me félicite encore une fois d'être venu parmi vous. J'en emporterai d'abord, au point de vue général, le sentiment d'une création et l'évidence d'une innovation, par conséquent quelque chose d'émouvant et d'encourageant au possible. Voilà pour le général de Gaulle, que l'on voit, et je le dis pour nos auditeurs, juste aux côtés d'André Malraux, évidemment, son ministre de la Culture. Un pas devant, mais juste l'ami derrière. Il le dit à un moment donné, dans ses mémoires, il dit « cet ami génial que j'ai toujours à mes côtés ». Vous avez vu le visage radieux qu'il a, le général. C'est-à-dire, il y a plein d'images où on le voit sévère, sérieux, etc. Et là, il est illuminé. Parce qu'il parle de la culture. Oui, je crois. Parce qu'il avait un rapport très intime à la culture. Il recevait des livres qu'il lisait.
Et il commentait. Moi, j'ai acheté quelques textes, quelques petits manuscrits comme ça du général de Gaulle, où il répond à des écrivains. Et à chaque fois, c'était très circonstancié. Soit il a lu complètement, soit il dit des choses très fondées. Il dit du bien d'un certain Jean-Marie Gustave Leclésio, à l'époque, où il est très jeune. Il a compris qui deviendrait Leclésio, et puis il avait une vraie culture classique. Il était impeccable sur Chateaubriand, il était impeccable sur Lascaz qui avait écrit les mémoires de Napoléon. C'était d'ailleurs ses deux modèles pour écrire ses propres mémoires. Et puis il lisait beaucoup. Il lisait Bernanos, Saint-Exupéry, des contemporains, Mauriac, etc. Et Malraux, bien sûr. Et sur l'art, il y a une photo magnifique où on le voit en train de regarder un objet. C'est flou, on ne sait pas trop ce que c'est, on imagine que c'est précolombien. Enfin. Et puis Malraux qui est là, ils sont tous les deux en train de regarder et on sent cette complicité. Et on voit la complicité aussi. Et de fait, il nous dit, on parle souvent de Gramscisme, vous savez, ce philosophe italien qui nous disait, communiste italien, qui nous disait qu'il fallait conquérir le monde d'abord par les idées, puis ensuite l'élection, la violence, la révolution, comme on veut. Mais enfin, c'est d'abord par la culture qu'on conquiert. Et il le savait, lui, que la culture, c'était essentiel. Un temps, il a donné à Malraux un ministère qui n'a pas fonctionné, puis il a créé en 1959 le ministère de la Culture pour lui, et puis c'est devenu l'éloge de Le Corbusier, de Braque, de Picasso, enfin, vous vous rendez compte, quoi. Même après, chez Pompidou, que je n'aime pas beaucoup, que je trouve très anti-gaulliste, enfin Vasarely, Mathieu, par exemple, tous ces peintres de l'époque qui ont été célébrés. Le Centre Pompidou montre ça, justement, cette espèce de collusion entre les chefs d'État et la culture, parce qu'ils étaient eux-mêmes cultivés. Je n'entrerai pas dans le détail de la culture d'Emmanuel Macron, je retiens juste cette idée qu'il a dit, à l'étranger qui plus est, qu'il n'y avait pas de culture française. Et donc, évidemment, on est totalement dissocié de tout ce qui advient aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ceux qui nous disent la culture, c'est pas compliqué, ça démarre en 1789. Non, ça démarre avec la République. C'est même pas 1789, c'est 1792. Ça veut dire que si la France insoumise a raison de dire que la France commence en 1792, 1789 n'existe pas. Bien sûr. La Révolution française, les droits de l'homme, ça n'existe pas. L'abolition des privilèges, ça n'existe pas non plus. Robespierre en 89, ça n'existe pas non plus, etc., etc. Donc c'est ridicule de dire ça. Là, il y a de la France depuis qu'il y a de la France, c'est-à-dire depuis qu'il y a une terre française. On peut même imaginer que ça va très au-delà même du peuplement ou de la population. Et cette culture française, il faut la revendiquer dans sa totalité. C'est aussi bien le Clovis, qui est cher au cœur de notre ami Philippe de Villiers, que Charlemagne, enfin c'est l'Europe aussi, c'est une France dans l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a une espèce de détestation de notre propre culture. Alors c'est bien qu'on ait célébré Jean d'Ormesson et qu'on ait scotché un crayon à papier sur son cercueil dans la cour des Invalides, mais voilà ce qu'on dit aussi de notre époque. On peut trouver autre chose, et autrement, peut-être aussi. Notre civilisation, c'est notre culture. Ouais. On a une civilisation, on a une culture, on a des valeurs, et on doit pouvoir les présenter, ces valeurs, parce que je rappelle que ces gens qui crachent sur nos valeurs le peuvent au nom de nos valeurs. C'est au nom de la démocratie que ces gens critiquent la démocratie. C'est parce qu'il y a la démocratie qu'ils peuvent être anti-démocrates et anti-républicains. C'est parce qu'effectivement, il y a la liberté d'expression que la République permet qu'ils peuvent aujourd'hui mépriser la liberté d'expression, se la réserver pour eux et l'interdire pour autrui. Donc, à un moment donné, il faut aimer aussi bien la France des cathédrales que la France des temples maçonniques, que la France des musées d'aujourd'hui, ou même la France de la création. On a plein de beaux créateurs. On a des jeunes peintres dont on ne parle pas parce qu'on a honte de nos talents. On a des peintres qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans. On a des cinéastes qui n'ont pas les moyens de faire des films. On a une culture. Simplement, quand on dit qu'il n'y a pas de culture, ben évidemment, c'est la culture des autres qui s'impose. Un mot de ce que vous avez repéré, Michel, cette semaine, à propos de la civilisation. Là, on va parler de la civilisation qui date de les géoglyphes, parce que 300 nouveaux géoglyphes sont ces immenses dessins qui sont gravés dans le sol. Là, c'est dans le désert du Pérou. Et grâce à l'intelligence artificielle, il y a près de 300 de ces dessins qui ont été découverts. Les scientifiques, notamment des scientifiques japonais qui ont fait cette découverte, disent qu'il aurait fallu un siècle, sinon pour arriver à cartographier l'ensemble, l'étendue de ces dessins. Ça, c'est une application pratique et positive de l'intelligence artificielle. Oui, on parlait du général de Gaulle tout à l'heure, quand vous disiez, il dit à telle époque, etc., mais dès les années 30, il est soucieux de la civilisation, il est soucieux de la culture, et quand il pense l'invasion des nazis en France, il pense en termes mécaniques et en termes civilisationnels. Donc Malraux, lui, il invente une espèce de réflexion géniale sur l'art et sur les civilisations planétaires pour le coup. Il dit pas, il y a juste une civilisation judéo-chrétienne, les autres sont inférieurs. Il dit, il y en a plein, il y en a de multiples. Et cette civilisation, effectivement, elle a créé des dessins qui ne sont visibles que du ciel. C'est-à-dire qu'évidemment, il a fallu attendre l'aviation pour qu'on puisse dire, mais il se passe quoi ici ? On a des dessins qui sont visibles du ciel et on voit des oiseaux, des humains, des bestioles, etc. On dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et je pense qu'on n'aurait pas pu voir ces choses-là s'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle. C'est-à-dire même pas dans un siècle. C'est l'intelligence artificielle qui fait un travail de tri.
C'est-à-dire que ça se passe comme ça aussi avec la médecine. Si vous avez une radio, hélas, avec un cancer du pancréas, vous avez quelqu'un qui va regarder la radio, il va dire, il y a ceci, il y a cela, etc. Si vous avez une intelligence artificielle, elle va regarder la totalité des radios qui seront mémorisées quelque part, et immédiatement, l'intelligence va faire un travail de recoupement et va vous donner des informations en disant, il y a déjà eu ce type de cancer, il y a déjà eu tel type de soin, il a été efficace, etc. Aucun homme le plus intelligent qui soit ne tient pas la route là-dessus, c'est-à-dire que le regard d'un homme très intelligent est inférieur au regard d'une machine qui va regarder 10 millions de cas sur ce sujet. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de filmer un endroit que vous ne comprendrez pas, même vu d'avion, et l'intelligence artificielle va montrer la totalité des figures qui sont susceptibles d'être lisibles. Vous avez plein de choses qui ne signifient rien, puis à un moment donné, on va vous donner 10 images, et on va vous dire, vous avez vu ici, vous avez un poisson, vous avez, etc., etc. Alors, il n'y a pas que des applications négatives de l'intelligence. Non, mais l'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. Vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez couper une pomme. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses formidables avec l'intelligence artificielle. La preuve. Et là, on découvre des civilisations, et on découvre qu'une civilisation, elle est toujours branchée sur le ciel, parce que ces images que les hommes faisaient sans les voir, ils savaient que les dieux les verraient, parce qu'ils plaçaient les dieux dans le ciel. Sublime. Et donc, on n'a plus les textes, puisqu'il n'y avait pas de texte, même éventuellement à cette époque-là, on n'a plus les textes, mais on a des signes qui sont susceptibles d'être décodés. Regardez vers le ciel, c'est ce que disait Malraux, c'est-à-dire qu'il faut une spiritualité, et regardez vers le ciel et vous trouverez du sens à la fabrication d'une civilisation ici et maintenant. Alors, retrouvez aussi du sens dans votre dernier livre, Michel, La foudre gouverne le monde, journal hédoniste aux éditions Albin Michel, c'est votre dernier né. Alors, c'est une phrase d'Héraclite, oui. La foudre gouverne le monde. C'est un journal de l'hédonisme, vous n'en avez pas fait depuis un moment, pour prouver que vous êtes toujours hédoniste et toujours de gauche, Michel Onfray, c'est ça ? Oui, parce que ce sont des textes que j'associe comme ça régulièrement, puis à un moment donné, mon éditeur me dit, t'en es où ? Je ne sais pas, je vais regarder. Puis en fait, j'avais matière à 2 journaux hédonistes, donc on en a fait paraître un. Et puis j'ai fait une préface, et effectivement, comme on a beaucoup dit que j'avais cessé d'être ce que j'étais, que j'étais passé du mauvais côté de la barrière, que j'étais devenu un sale type d'extrême droite qui s'agenouillait maintenant devant le Dieu des chrétiens, etc. J'ai dit non, mais on n'est pas hédoniste à 65 ans comme on l'est à 35 ans. Et donc, on a un hédonisme actif et positif à 30 ans. Et puis à 60 ans, c'est plutôt l'hédonisme qui consiste à tenir à distance les désavantages, les déplaisirs ou les inconvénients. Quant à ma gauche, elle est restée la même. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas que l'islamo-gauchisme, ce soit la gauche. Et je ne crois pas non plus que le libéralisme forcené de la gauche de Maastricht, ce soit aussi la gauche. Donc ma gauche, elle est restée proudhonienne. Elle est restée proche des gens simples, des gens modestes, du petit peuple, de l'autogestion, de l'intelligence des gens. Moi, je pense qu'il faut laisser l'intelligence travailler là où elle travaille. L'autre jour, on a fait, vous et moi, un sujet sur Duralex, en disant, mais regardez, le génie des ouvriers, le génie des paysans. Ils reprennent leur entreprise. Voilà. Le génie des paysans, le génie des artisans. Enfin, et cette gauche-là, pour moi, elle suppose un peuple génial qu'on étouffe aujourd'hui. Et si on sollicite le peuple, la plupart du temps, on est toujours heureux de voir qu'il a gardé une intelligence qu'on méprise un peu beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, en traitant tous les gens qui sollicitent cette intelligence de populistes. Merci en tout cas Michel Onfray pour cette heure que nous avons passée ensemble sur CNews et sur Europe 1. La foudre gouverne le monde, c'est aux éditions Albin Michel. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et sur nos antennes CNews et Europe 1.